La taïga sibérienne est un endroit où la nature met à l'épreuve la force de l'homme et lui présente parfois des énigmes qui ne s'expliquent même pas. Des forêts sans fin, un froid glacial, une solitude éternelle et quelque chose qui dépasse les limites de l'entendement. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 3 histoires, dont chacune éveille l'imagination et laisse plus de questions que de réponses. 2 randonneurs retrouvés pendus au fin fond de la taïga sans la moindre trace de lutte. Un camionneur qui a disparu dans la nature et qui est réapparu 2 semaines plus tard, incapable de se souvenir de ce qui lui était arrivé. Et des géologues dont l'expédition s'est terminée par des découvertes effrayantes, cercles carbonisés, symboles étranges et disparition de toute l'équipe. Quelle force habite ces lieux? Pourquoi même des personnes expérimentées se perdent-elles ou rencontrent-elles l'inexplicable? C'est comme si la taïga nous avertissait. Tous ces hôtes ne reviendront pas. Préparez-vous à découvrir les secrets les plus sombres de la Sibérie, où la nature n'est pas toujours clémente et où les mystères restent irrésolus pendant des décennies. En octobre 2009, la Khakassie a été le théâtre d'une tragédie qui a choqué la population locale et soulevé de nombreuses questions sans réponse. L'histoire de 2 touristes, Pavel Dereviankin et son neveu Dmitri Gromov, a rappelé une fois de plus à quel point la taïga sibérienne est dure et imprévisible. Le 23 octobre 2009, Pavel, un amateur expérimenté de tourisme extrême, et son neveu Dmitri, âgé de 20 ans, sont partis d'Achinsk pour se rendre dans le village de Priskovy, connu pour la beauté de ses paysages et sa popularité auprès des amateurs d'activités de plein air. Les 2 hommes avaient prévu de passer quelques longs jours à faire de la motoneige et à admirer les vues automnales des lacs Ivanovski. Pavel était un touriste expérimenté qui choisissait souvent des itinéraires difficiles, et Dmitri, bien que débutant, se préparait avec enthousiasme au voyage, faisant confiance à son oncle. Ils ont emporté un kit de base, des tentes, un peu de nourriture, des vêtements conçus pour les basses températures et les motoneiges nécessaires pour se déplacer sur les terrains enneigés. Leur préparation était cependant minimale. Les habitants du village de Priskovy ont indiqué plus tard qu'ils avaient même prévenu les touristes des difficultés de l'itinéraire et des brusques changements de temps dans les montagnes. Mais Pavel a affirmé avec confiance qu'il pouvait faire face. Le 24 octobre, Pavel et Dmitri quittent Priskovy en direction des lacs Ivanovski. La région est familière à Pavel, qui y est déjà venu, mais cette fois-ci, les conditions météorologiques se sont aggravées. Le froid intense, les vents violents et les tempêtes de neige rendaient les déplacements difficiles. Les habitants de la région ont déclaré avoir vu les touristes pour la dernière fois au petit matin, alors qu'ils faisaient dans le plein de leur motoneige. Plus tard, leurs traces ont été perdues sur l'un des cols. Les hommes n'étant pas revenus à l'heure prévue, leurs proches ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Le 27 octobre, les proches ont contacté les autorités chargées de l'application de la loi pour signaler la disparition. Une opération de sauvetage a été organisée le lendemain, impliquant des sauveteurs, des volontaires et des chasseurs locaux. Les recherches ont été compliquées par les mauvaises conditions météorologiques et l'immensité du territoire. La taïga était recouverte d'une épaisse couche de neige et les pistes étaient enneigées. L'équipe de secours a étudié les itinéraires probables, mais les découvertes ont été minimes. Le 29 octobre, ils ont réussi à trouver des traces de motoneige qui se sont soudainement interrompues dans une zone boisée. Des recherches plus approfondies ont permis de découvrir un camp abandonné où, apparemment, les touristes s'étaient arrêtés.
Le 1er novembre, les corps de Pavel et Dmitri sont retrouvés sur la rive de la rivière Ters, à 20 km de Priskovoï. Les hommes ont été pendus à des arbres. Pavel s'est servi des lacets de ses chaussures et Dmitri de son écharpe. La découverte a choqué les sauveteurs et les habitants de la région, soulevant de nombreuses questions sur ce qui a pu se passer. L'enquête a conclu que les hommes s'étaient suicidés. Les experts ont supposé qu'ils s'étaient perdus, qu'ils s'étaient retrouvés sans nourriture ni chaleur et que, face à l'impossibilité de survivre, ils avaient décidé d'éviter le supplice. Cette version est toutefois sujette à caution. Les corps ne présentaient aucun signe de lutte ou de traumatisme autre que ceux caractéristiques de la strangulation. Les équipements personnels retrouvés à proximité ne semblent-ils pas non plus avoir été endommagés ou dispersés par les animaux sauvages. En outre, personne ne pouvait expliquer comment les hommes avaient pu parcourir 20 km dans la taïga, enneigée, sans effort visible, ni trace dans la neige. Les habitants et les proches de la région refusent de croire à la version du suicide. Pavel était connu comme un homme au caractère bien trempé, qui ne cédait jamais à la panique, même dans les situations difficiles. Dmitri, malgré son jeune âge, faisait confiance à son oncle et aurait difficilement pris une telle décision seul. Ses proches soulignent que les hommes n'avaient aucune raison de faire une telle chose. Certains chercheurs sur la nature et chasseurs locaux ont avancé leur propre version. Certains pensent que les hommes ont pu rencontrer des animaux sauvages tels que des ours ou des loups. Cependant, aucun signe d'attaque n'a été trouvé. D'autres ont émis l'hypothèse qu'ils auraient pu être victimes d'éléments criminels inconnus ou même rencontrer quelque chose d'inexpliqué, comme des phénomènes naturels rares qui auraient pu influencer leur comportement. La rivière Ters, sur les rives de laquelle les corps ont été retrouvés, est déconnue pour ses courants difficiles et les fourrés denses qui l'entourent. La zone est considérée comme l'une des plus difficiles d'accès de la région et il est extrêmement difficile de s'y rendre sans carte ni équipement. Les chasseurs locaux ont affirmé que même des personnes expérimentées auraient même eu du mal à parcourir une telle distance en si peu de temps. Selon la version officielle, les hommes ont succombé au désespoir après avoir perdu leurs repères. Cependant, cette version n'a jamais expliqué pourquoi leur corps se trouvait dans une position aussi étrange, alors que leurs effets personnels étaient intacts et bien rangés. L'état des corps a également suscité des interrogations. Malgré les conditions difficiles, ils ne semblent pas être restés en place pendant longtemps. Cette affaire a servi de leçon à de nombreux touristes qui se rendent dans des coins reculés de la Sibérie. Les autorités locales ont renforcé leur surveillance de la sécurité des voyageurs et les services de secours ont commencé à organiser des séances d'information supplémentaires à l'intention des touristes. Cependant, pour les proches de Pavel et Dmitri, la tragédie est restée inexplicable et douloureuse. Des années plus tard, leur histoire reste l'une des plus mystérieuses de la région, soulignant l'imprévisibilité et le danger de la taïga sibérienne. En septembre 2017, Alexander Kovalyov, un habitant de la région de Novosibirsk, est parti pour son trajet habituel en camion. Un jour ordinaire, un itinéraire ordinaire. L'homme, âgé de 43 ans, avait de l'expérience en tant que chauffeur de camion, et il semblait que rien ne pouvait le prendre par surprise. Pourtant, ce voyage s'est avéré être l'une des histoires les plus mystérieuses de disparition dans la taïga sibérienne. Le 13 septembre, Alexander a quitté Novosibirsk pour se rendre dans un petit village du sud de la région de Tomsk. Son camion était en parfait état, le réservoir était plein et l'itinéraire avait été planifié à l'avance. M. Kovalyov
avait déjà fait ce trajet à maintes reprises, et la route à travers la taïga ne lui posait aucun problème. Mais 24 heures plus tard, il a perdu le contact avec Alexander. Son téléphone portable ne répondait plus, et les collègues qui attendaient son arrivée ont tiré la sonnette d'alarme. Le 16 septembre, des habitants ont trouvé son camion, garé au bord d'une route forestière. Le camion était en état de marche, le moteur était éteint, le réservoir d'essence était plein, et les effets personnels d'Alexander, y compris ses lunettes, étaient rendus toujours en place. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de dommage. L'endroit était situé à environ 50 km de l'agglomération la plus proche. Aucun indice de la présence d'autres personnes ou d'animaux n'a été trouvé. Une opération de recherche a été lancée immédiatement après la découverte du camion. Des employés du ministère des Situations d'urgence, des policiers et des bénévoles de la région se sont joints à l'opération de recherche. À l'aide d'hélicoptères, de drones et de chiens renifleurs, les sauveteurs ont fouillé le quartier. Cependant, il n'y avait aucune trace d'Alexander. C'est comme si la taïga l'avait englouti. Les secouristes ont commencé à étudier les itinéraires que Kovalyov aurait pu emprunter s'il avait quitté le camion. Mais personne ne comprenait pourquoi il avait quitté le transport. Le camion avait fait le plein et la nourriture et l'eau qu'Alexander emportait toujours avec lui lors de ses voyages étaient restés intacts. Cette disparition semble en être un mystère mystique. Les recherches n'ayant pas abouti, différentes théories ont été avancées. Les collègues et amis d'Alexandre affirment qu'il n'a pas pu perdre son sang-froid ou paniquer, car c'était un homme équilibré et expérimenté. Certains ont émis l'hypothèse qu'il avait peut-être vu quelque chose dans les bois qui l'avait poussé à quitter le camion. Cependant, aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse. Certains habitants de la région se sont souvenus d'événements étranges survenus dans la région. Ils ont parlé de zones de silence où les instruments ne fonctionnaient pas et d'un angle mort où les gens perdaient seul le sens de l'orientation. D'autres ont émis l'hypothèse qu'Alexander aurait pu être victime d'un phénomène naturel tel que des vents violents, des inondations inattendues ou un glissement de terrain. Mais les conditions météorologiques étaient relativement calmes à l'époque. Le 27 septembre, 2 semaines après sa disparition, Alexander Kovalyov est soudainement apparu dans un village situé à environ 25 km de l'endroit où son camion a été retrouvé. Il a été trouvé par des habitants qui ont remarqué un homme épuisé assis sur le bord d'un chemin forestier. Alexander portait des vêtements sales. Ses pieds étaient gravement gelés. Il avait l'air émacié, mais il était vivant. L'homme a été immédiatement transporté à l'hôpital où les médecins ont constaté des gelures au 2e degré, une légère déshydratation et un épuisement sévère. Il avait perdu plusieurs kilos et était très stressé. Les médecins ont noté que son état mental était instable. Il évitait de parler et ne se souvenait pas de ce qui lui était arrivé. Lorsque Kovalyov s'est un peu remis, ils ont commencé à l'interroger sur les événements de ces 2 semaines. Cependant, ses réponses ont soulevé plus de questions que de réponses. Alexander s'est souvenu qu'à un moment donné, il avait ressenti un étrange malaise alors qu'il conduisait. Il a garé le camion et est sorti pour regarder autour de lui. L'instant d'après, il s'est retrouvé à marcher dans les bois. Il n'a pu expliquer ni la raison pour laquelle il a quitté le camion, ni ce qui s'est passé ensuite. Il a affirmé qu'il ne se souvenait pas de la façon dont il s'était éloigné du camion, ni de la façon dont il avait survécu dans la taïga. Selon lui, il n'a vu ni personne, ni animaux, ni même de signes de civilisation. Il avait des souvenirs fragmentaires de nuit dans la forêt, de bruits étranges et d'une lumière brillante qu'il avait un jour aperçue au loin. Les autorités locales ont continué à enquêter, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Les vêtements d'Alexander portaient évidemment des traces de végétation typiques
d'une zone marécageuse, mais il n'y avait pas de marais à moins de 50 km de l'endroit où il avait été trouvé. Cela a conduit les enquêteurs à penser qu'il avait peut-être parcouru une distance beaucoup plus grande que ce que l'on pensait. Ses dollars et ses chaussures portaient également des marques qui auraient bien pu être laissées par des griffes d'animaux, mais aucune lésion cutanée ou morsure évidente n'a été constatée. Cela n'a fait qu'ajouter au mystère de son histoire. L'histoire d'Alexander Kovalyov est devenue un sujet de discussion non seulement dans la région de Novosibirsk, mais aussi dans toute la Sibérie. Certains voyaient, dans son cas, un exemple d'endurance et de volonté humaine. D'autres y ont vu quelque chose de mystique et d'inexplicable. Alexandre lui-même ne s'est jamais complètement rétabli. Ses jambes ont dû être partiellement amputées en raison de graves gelures et son état psychologique est resté instable. Il donnait rarement des interviews et évitait de communiquer sur le sujet de sa disparition. Certains chercheurs suggèrent qu'Alexander a pu être victime du syndrome de la forêt, un état dans lequel une personne était désorientée et a des hallucinations en raison de la solitude, du stress et de la fatigue. D'autres soutiennent que des facteurs environnementaux inconnus, tels que des sons de basse fréquence qui peuvent provoquer l'anxiété et la désorientation, ont pu influencer son comportement. Cependant, personne n'a jamais pu expliquer pourquoi le conducteur expérimenté a abandonné le camion, laissant tout ce dont il avait besoin pour survivre. La disparition de ses empreintes de pas et la raison pour laquelle il était si loin du camion restent un mystère. Le cas d'Alexander Kovalyov reste l'une des histoires les plus inexpliquées de disparition dans la taïga sibérienne. Sa survie était considérée par beaucoup comme un miracle, et son histoire nous rappelle une fois de plus le peu de connaissances que nous avons des phénomènes naturels et de leur impact sur l'homme. Malgré la fin des recherches, des questions subsistent, et là l'histoire continue d'agiter les esprits des chercheurs comme des gens ordinaires. En 1990, un groupe de géologues s'est enfoncé dans la taïga sibérienne pour étudier des minéraux rares. L'expédition était composée de 6 personnes, le chef de groupe Viktor Mikhailovich Grinev, un géophysicien expérimenté, Irina Zakharova, une jeune géologue ambitieuse, 2 ouvriers, les frères Peter et Alexei Tikhonov, responsables de l'équipement, l'opérateur radio Oleg Serebriakov et l'infirmière Anastasia Vorobiova. Le but de l'expédition était d'explorer des roches rares sur les pentes de la crête Suntar-Kayata, connue pour ses conditions difficiles et ses forêts pratiquement impénétrables. La région était peu explorée et l'on pensait qu'il pouvait s'y trouver des gisements de métaux des terres rares. Cependant, la région était célèbre non seulement pour sa beauté naturelle, mais aussi pour ses nombreuses légendes de disparitions mystiques, de sons étranges et de phénomènes inexpliqués. L'équipe s'est rendue en hélicoptère à une base située à quelques kilomètres de la zone de travail proposée. De là, ils devaient s'y rendre à pied avec le moins de matériel possible afin d'éviter toute surcharge. À première vue, tout se passe comme prévu. Le temps est relativement stable. Le ravitaillement est calculé pour 3 semaines. Le matériel est vérifié. Cependant, Viktor Mikhailovich lui-même avoue dans une lettre à sa femme, avant le départ, qu'il ressent une angoisse inexplicable. 5 jours après le début de l'itinéraire, le groupe atteint le premier point de recherche. Il s'agit d'une petite vallée entourée de denses forêts de conifères. Le travail commence immédiatement. Les géologues examinent les roches, prennent des mesures, et Oleg, l'opérateur radio, établit la communication avec la base. Rien d'inhabituel ne s'est produit pendant cette période, à l'exception d'un incident. Le 2e jour de travail, Irina et Alexei ont entendu des sons étranges, comme des coups lointains venant de l'est.
Ces bruits ressemblaient à des piétinements ou à des bruitoirs sourds sur le sol. Le lendemain, en avançant, l'équipe a remarqué que les boussoles commençaient à se comporter de manière étrange. Les flèches tremblaient et pointaient parfois dans la mauvaise direction. Viktor Mikhailovitch a attribué ce phénomène à des anomalies géomagnétiques typiques de la région et a demandé à tout le monde de rester calme. Cependant, la tension entre les participants à l'expédition commence à monter. La nuit, plusieurs personnes affirment avoir entendu des chuchotements ou des bruits de pas près du camp. Une fois, Peter a déclaré avoir vu une ombre étrange parmi les arbres, mais aucun membre de l'équipe n'a pris ces paroles au sérieux. Une semaine après le début de l'expédition, la communication avec le groupe s'est soudainement interrompue. Le dernier message d'Oleg, reçu à la base, était bref et ne contenait pas de signaux alarmants. Le travail se déroule comme prévu. Retour à l'heure prévue. Cependant, le lendemain, aucun membre du groupe n'a pris contact avec lui. Les recherches commencent immédiatement. Un groupe de sauveteurs, composé de chasseurs et de guides expérimentés, connaissant bien le terrain, arrive à la base. Ils ont pour mission de localiser l'expédition. Après 3 jours de recherche, les premiers indices sont trouvés. Du matériel abandonné est découvert dans l'un des sous-bois. Tout semblait indiquer que les géologues avaient jamais quitté le camp précipitamment. Les détentes s'y sont déchirées, des objets se traînent en désordre, mais il n'y a aucune trace de lutte ou de sang. Après quelques jours de recherche, l'équipe de secours est tombée sur la première piste, qui a immédiatement suscité la perplexité et l'inquiétude. Dans une petite clairière entourée de pins denses, ils ont trouvé un anneau de terre carbonisé. Rien ne poussait à l'intérieur de l'anneau, et le sol était étrangement sec et chaud au toucher, malgré le temps frais. Dans ce cercle se trouvaient des morceaux de vêtements ayant appartenu à Alexei Tikhonov, l'un des travailleurs de l'expédition. Cependant, la découverte la plus macabre se trouvait à proximité. À l'intérieur de l'anneau se trouvait un fragment de dent, identifié plus tard comme étant humain, mais étrangement déformé, comme s'il avait été exposé à une chaleur extrême. Les sauveteurs ont ensuite trouvé un autre détail étrange. Le sac à dos d'Irina Zakharova, attaché à une branche par un ruban rouge qui ne figurait pas dans l'équipement d'origine. En y regardant de plus près, le ruban portait des symboles ressemblant à d'anciennes runes ou signes, dont personne ne pouvait expliquer la signification. La découverte la plus effrayante attendait le groupe à l'arrêt suivant. Dans l'une des dépressions du sol, qui aurait pu être une ancienne tanière forestière, ils ont trouvé un objet étrange. Il s'agissait d'un carnet brûlé qui, comme cela a été confirmé plus tard, appartenait à Viktor Grinev. Les feuilles du carnet n'étaient que partiellement conservées, et le texte y était en grande partie illisible, mais les dernières pages contenaient d'horribles fragments de notes. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est ici que la fin nous attend. À côté du carnet, ils ont trouvé des branches passes pliées, selon un schéma étrange, ressemblant à une sorte d'autel primitif. Des cheveux humains que les experts ont ensuite identifiés comme appartenant à Ira Zakharova étaient éparpillés. Ces découvertes n'ont fait qu'accroître le mystère de la disparition du groupe géologique. Il n'y a aucune explication logique à ce qui s'est passé, et même les sauveteurs les plus expérimentés commencent à éviter de parler de ce qui s'est passé, craignant que les choses ne s'aggravent. La disparition de l'expédition géologique en 1990 dans la taïga sibérienne est devenue l'une des histoires les plus mystérieuses et les plus tragiques, entourée de rumeurs, de spéculations et de conjectures. Des années après des recherches qui n'ont donné aucun résultat encourageant, l'enquête officielle a été close. La version officielle était celle d'un accident causé par des conditions naturelles difficiles. Cependant, les nombreux détails découverts au cours des recherches ont soulevé beaucoup plus de questions que de réponses.
Le plus troublant pour les enquêteurs et les chercheurs reste la nature des indices trouvés. Le cercle carbonisé, la tente déchirée, les symboles étranges sur la bande, le manuscrit de Victor Grinev, tout cela ne cadrait pas avec les explications habituelles. Même des décennies plus tard, les experts ne parviennent pas à donner une réponse définitive à la question de savoir ce qui a pu conduire à de telles découvertes. L'impact psychologique de la disparition du groupe a été ressenti par toutes les personnes impliquées dans les recherches. Plusieurs membres de l'équipe de recherche ont admis des années plus tard qu'ils faisaient encore des cauchemars de cette époque. L'un des sauveteurs a affirmé que dans les grondements entendus dans les bois, il avait reconnu non pas un simple son, mais quelque chose qui ressemblait à des mots. Une autre sauveteuse, après avoir quitté le service, a admis qu'elle n'était jamais retournée dans la forêt depuis lors, considérant qu'il s'agissait d'un lieu maudit. Parmi les habitants, la disparition de l'expédition a été couverte d'histoires mystiques. Certains parlent d'anciens esprits de la forêt qui protègent la région des étrangers. D'autres supposaient que les géologues étaient accidentellement tombés sur une anomalie ancienne ou un lieu de pouvoir, troublant ainsi sa paix. D'autres encore ont affirmé que des événements étranges s'étaient déjà produits dans la région à plusieurs reprises, notamment la disparition de chasseurs et de voyageurs. Les scientifiques qui ont analysé l'affaire ont émis plusieurs hypothèses rationnelles. Certains pensent que l'expédition a pu être victime d'émissions toxiques provenant du sous-sol. Des gaz tels que le méthane ou le sulfure d'hydrogène auraient même pu provoquer des hallucinations, une désorientation et même la mort. Cependant, cela n'explique pas l'état des indices, tels que des objets carbonisés ou des symboles étranges. La théorie la plus controversée concerne l'intervention humaine. Les partisans de cette théorie ont suggéré que le groupe aurait pu être victime de criminels inconnus ou d'expériences militaires. Les empreintes de pas relevées sur les sites ressemblant à un autel ou à un rituel auraient bien pu faire partie d'une mise en scène élaborée. Mais qui aurait pu traquer les géologues dans une région aussi reculée et pourquoi? Ces questions sont restées sans réponse. Des années après la disparition de l'expédition, seuls les chercheurs de phénomènes anormaux et les amateurs de mystères se souviennent de cette affaire. Périodiquement, des rumeurs de nouvelles découvertes circulent sur les forums, mais aucune n'est officiellement confirmée. L'histoire d'un groupe de géologues disparus dans la taïga sibérienne est devenue une légende qui met en garde contre certains secrets de la nature qu'il vaut mieux ne pas élucider. Tous les documents relatifs à l'incident ont été classés, et l'on n'en connaît aujourd'hui que les récits oraux et les publications sur les forums mystiques. C'est tout. La taïga restera toujours un lieu où la nature et le mysticisme s'entremêlent en quelque chose d'effroyablement beau et inexplicable. Que pensez-vous de ces histoires? Pensez-vous qu'il y a plus derrière elles que des tragédies aléatoires? Écrivez vos commentaires, partagez vos pensées et vos versions. N'oubliez pas de mettre des likes et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires mystérieuses. Et si vous avez vos propres cas étranges ou inexpliqués, n'hésitez pas à les partager. Peut-être votre histoire sera-t-elle le sujet du prochain numéro. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, la taïga ne pardonne pas les erreurs.